Bonjour à tous, je vous accueille pour ce 6e atelier du jeudi en web binaire au satellite d'Anova à Alençon en tant que président de la communauté urbaine d'Alençon et maire d'Alençon. Vous êtes nombreux à déjà connaître la démarche, d'autres vont la découvrir. Il s'agit de 7 ateliers thématiques qui se déroulent tout au long de l'année autour de la transition écologique. Aujourd'hui, 5 acteurs interviennent autour de l'éco-conception, au service de la performance opérationnelle et bien évidemment, je vous souhaite à tous la bienvenue. La protection de notre environnement est aujourd'hui une de nos préoccupations majeures. Elle requiert une volonté politique, une implication forte des pouvoirs publics, de tous les citoyens, une évolution des mentalités et des changements de comportement de la part de tous. La question se pose bien évidemment également pour les acteurs économiques. Comment les entreprises réagissent-elles face au changement climatique ? Plusieurs entreprises ont déjà relevé ce défi avec efficacité en passant de la contrainte environnementale à l'opportunité de développement, et les pays qui auront pleinement intégré le développement durable dans leur modèle économique seront, à mon avis, demain les plus compétitifs. De longue date, la communauté urbaine d'Alençon a pris des engagements concrets pour la transition écologique et ces engagements antérieurs le démontrent. Je pense à l'AMI, 100% énergie renouvelable 2010. Je pense également au dispositif territoire et énergie positive pour la croissance verte, c'était en 2014. Territoire également en 2014. Agenda 21, 2015, 2020. Cap Cité Énergie, territoire 100% également. Pour 2040, plan climat-énergie territoriale, territoire durable 2030. Vous voyez tous les dispositifs qui ont été lancés par les pouvoirs publics. La CUA a répondu présent et a été souvent labellisée. En 2019, la CUA a été lauréate de l'opération collective Tremplin vers l'écologie industrielle territoriale de l'ADEME, que je voudrais saluer, qui est représentée ici par un de ses agents, et de la région de Normandie également. Cette opération vise à l'élaboration d'une stratégie pour accompagner la transition écologique des acteurs économiques. Notre territoire a toujours veillé à être pionnier dans ce domaine, notamment grâce à votre implication. Ensemble, nous devons maintenir ce cap. Vous le savez, les acteurs économiques tels que vous sont les vertèbres de notre économie, mais aussi des acteurs incontournables de la transition écologique. Entreprises, associations, coopératives, formateurs, collectivités. Au regard des enjeux et défis que nous traversons déjà, la responsabilité, où nous en prenons bien sûr conscience, est grande. Et je pense que nous avons tous à cœur le développement vertueux de notre territoire, et ces temps de réflexion et d'échange sont, à mon avis, précieux. Et je voudrais vous remercier, bien évidemment, de votre participation. Depuis le début de ces ateliers, projets ont été détectés et plusieurs accompagnements ont été lancés. Je ne doute pas de la pertinence de cette approche. C'est ainsi que naissent, à mon avis, les grandes innovations. La crise sanitaire de la Covid-19 et les plans de relance de l'économie État-région qui en découlent mettent à disposition des acteurs du développement des fonds importants pour accompagner les entreprises, les TPE ou les PME, vers la transition écologique. Crédit d'impôt pour les investissements de rénovation des bâtiments, on estime une aide de 105 millions d'euros, financement du diagnostic et de conseil en faveur des artisans, commerçants et indépendants, aide forfaitaire pour les actions et investissements dans les conceptions des produits et services, et puis il y a également des actions d'accompagnement techniques et financiers des TPE, PME engagées pour la transition écologique. Et le gouvernement, je crois, a bien fait de rappeler effectivement l'importance de ces enjeux et des mesures financières pour accompagner les entreprises qui s'engagent vers la transition écologique. Aujourd'hui, je souhaite insister sur notre volonté forte de continuer à accompagner les acteurs économiques sur les enjeux de demain, à faciliter leur réflexion et leur démarche et à promouvoir le réseau de partenaires et leur expertise. Vous pouvez compter sur la communauté urbaine d'Alençon pour relever les défis qui nous attendent.
et notamment sur mon vice-président, qui a en charge cette thématique, Amada Dibo, ici présent. La mission développement économique et tous nos partenaires se tiennent à votre disposition pour vous accompagner au mieux dans cette transition. Et je voudrais remercier Mme Javel, ici présente, qui travaille sur ce dossier avec beaucoup de pertinence et avec également les autres services. Pour conclure, je remercie les intervenants, l'ADEME, la Galette d'Alençon, l'ARACT et l'IUT Grand Ouest Normandie, mais également nos partenaires sur cette opération, la CAPEB, la Chambre de commerce et d'industrie Porte Normandie, la Chambre des métiers, la région de Normandie, enfin bref, tous ceux qui peuvent apporter effectivement leurs réflexions, leurs contributions, mais également les difficultés, parce que je mesure bien que nous avons effectivement des dispositifs, on a effectivement des recommandations, mais dans la mise en œuvre, on rencontre des écueils et des difficultés. Et c'est là que doivent intervenir, à mon avis, le travail de la communauté urbaine pour vous accompagner, au-delà le travail également des pouvoirs publics. Parce que c'est un enjeu considérable, on doit travailler les uns avec les autres, main dans la main, pour effectivement réussir cette transition écologique qui sera importante pour les générations futures, pour notre économie territoriale, pour également l'attractivité de notre territoire. Et je crois beaucoup pour ma part aux villes moyennes qui ont un pôle central et qui sont entourées effectivement d'un environnement remarquable tel que nous pouvons le constater sur la communauté urbaine. Et puis, je remercie une nouvelle fois le travail de la CEA. Je pense que les services sont porteurs, innovent et puis impulsent également cette politique. Et je voudrais les remercier parce que si les élus, effectivement, mettent en place des dispositifs ou des dispositions ou des mesures, c'est parce que les services les éclairent d'une manière parfaite et je tenais ici à le rappeler. Je vous remercie et je vous souhaite bien évidemment un bon débat autour de cet atelier du jeudi et sur les conceptions au service de la performance opérationnelle. Merci. Merci Monsieur Puyot pour ces propos introductifs. Bienvenue à tous dans ce 6e atelier du jeudi en webinaire. Cet atelier est dédié à l'éco-conception. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec notre premier partenaire ici présent, donc Monsieur Tison, qui représente l'ADEME Normandie. Je vais vous laisser la parole, Monsieur Tison, pour nous présenter l'éco-conception, les enjeux pour les entreprises. Merci. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Effectivement, donc, Quentin Tison, je représente aujourd'hui l'ADEME, Agence de la transition écologique, qui est donc une agence d'État qui a pour mission de mettre en œuvre les politiques publiques sur tout ce qui touche à la transition écologique, et donc qui a donc pour mission effectivement de réaliser la transition écologique sur le pays, de l'accompagner. Aujourd'hui, je vais vous parler d'éco-conception. C'est un enjeu fort que l'ADEME souhaite mettre en avant aujourd'hui au sein des entreprises. Donc l'ADEME est opérateur du plan de relance dont vous avez entendu parler. C'est 100 milliards d'euros à l'échelle de l'économie française pour redresser durablement l'économie française et créer de nouveaux emplois. Et donc dans le cadre de ce plan de relance, l'ADEME effectivement déploie des dispositifs d'accompagnement à l'éco-conception. Et donc je vais vous en parler aujourd'hui. Alors peut-être un élément de contexte, M. Pouillot en a parlé effectivement. L'environnement, c'est une considération importante aujourd'hui pour tous les acteurs publics, les collectivités, les associations, les citoyens, les particuliers, mais également les entreprises. Aujourd'hui, donc, on est dans un contexte effectivement particulier où à l'échelle de l'humanité, aujourd'hui, l'homme a la main mise sur l'environnement, a la capacité de changer le climat, de dérégler des écosystèmes et effectivement d'avoir, avec l'inertie et la population qu'on a aujourd'hui à l'échelle mondiale, une capacité d'agir sur son environnement. Et dans cette situation, on est à la fois victime et bourreau. Et comme le disait Monsieur Pouillot, l'éco-conception, c'est l'opportunité de transformer effectivement ce qui peut être une contrainte en une opportunité économique pour l'entreprise et une opportunité de développement. Je vais rentrer un petit peu dans la technique très simplement. L'éco-conception, pour faire simple, c'est un concept dans lequel
on ajoute la dimension environnementale dans la conception d'un produit ou d'un service au sein de l'entreprise. Classiquement, une entreprise, de manière très globale, va répondre à l'attente de ses clients en étudiant la faisabilité technique, donc la possibilité de rendre le service par le produit, et maîtriser les coûts pour permettre la pérennité de la structure. Et donc l'éco-conception invite l'entreprise à ajouter la dimension environnementale dans cette conception. Et l'idée, c'est de le faire sur tout le cycle de vie du produit, donc de ne pas seulement regarder la fin de vie du produit, est-ce qu'il va être recyclé, comment il va être traité en fin de vie, ou son usage, est-ce que mon micro-ondes consomme beaucoup d'énergie. L'idée, c'est de regarder sur tout le cycle de vie de ce produit, donc de l'extraction des matières premières, en passant par leur fabrication, leur usage pour la production, le transport de ces produits, leur distribution, l'utilisation, puis la fin de vie. L'idée est d'avoir une vision globale sur les impacts environnementaux de son produit pour le maîtriser et pouvoir réduire ces impacts environnementaux. Peut-être, effectivement, certains d'entre vous se posent la question de est-ce que l'éco-conception, c'est quelque chose que je peux appliquer dans mon entreprise? Alors, déjà, j'aimerais vous dire que c'est peut-être quelque chose que vous appliquez déjà sans le savoir. Optimiser la quantité de matière dans son produit, comme ça peut être fait dans des entreprises de plasturgie qui, pour un emballage ou quelconque autre produit, vont réduire les épaisseurs pour permettre d'être performants, tout simplement, d'un point de vue économique d'abord, mais éventuellement d'un point de vue environnemental. Ce que je voulais montrer avec le slide juste après, voilà, c'est que à l'échelle d'une entreprise, l'éco-conception en général permet d'augmenter les profits tout en réduisant les coûts. Donc là, je vous l'ai mis, effectivement, c'est le grade du dirigeant d'entreprise, c'est ce qu'on cherche à faire quand on dirige l'entreprise pour être opérationnel. Donc, ce que je vous présente ici sur les deux graphiques que vous voyez à l'écran, c'est une analyse qui a été menée par l'ADEME en 2017 sur les bénéfices économiques et financiers de l'éco-conception pour l'entreprise. Donc c'est une étude qui va être mise à jour l'année prochaine. Et cette étude a montré sur un panel de plusieurs entreprises, une augmentation de chiffre d'affaires assez conséquente, entre 7 et 18%, sur ces ventes donc, liées aux produits éco-conçus, et une réduction des coûts, alors qui est également sur une moyenne de 3%, et qui, comme vous le voyez sur le graphique, est variable. Je ne vous dis pas que l'éco-conception vous permet toujours de réduire les coûts. Ça dépend effectivement de l'ambition de l'entreprise, de son projet, de son marché, etc. Mais en tout cas, voilà, l'éco-conception, ce n'est pas forcément quelque chose d'inaccessible et de coûteux pour vous. Je le redis, c'est une opportunité de développement vraiment pour votre entreprise. Et c'est une opportunité pour vous différencier sur votre marché de vos concurrents. Je refais un petit focus sur l'éco-conception et 5 grands principes pour essayer de bien cadrer le reste de la soirée. Donc, l'éco-conception, c'est tout d'abord une approche produit. Pour essayer de réduire les impacts environnementaux d'une activité professionnelle, on peut avoir une approche site, c'est-à-dire qu'on va regarder à l'échelle de l'entreprise quelles sont mes consommations d'énergie, quels sont les transports de mes collaborateurs, quelles sont les matières premières que j'utilise. Donc c'est l'approche typiquement d'un bilan carbone. Ici, on est sur une approche produit, donc on prend le point de vue du produit. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est que c'est une approche cycle de vie multi-étapes, je vous en ai parlé. On ne regarde pas seulement à la dernière étape ou à la première, mais on regarde surtout le cycle de vie. Donc que ce soit pour un produit technique ou un produit alimentaire. Regardez effectivement depuis le sourcing des ingrédients, donc la production agricole, puis la transformation, la distribution, la logistique, la préparation et enfin la fin de vie, donc par la dégustation. Le troisième point, c'est que c'est une approche qui est multicritère. Je ne vais pas rentrer forcément dans le détail tous les indicateurs environnementaux qu'on peut utiliser dans une approche d'éco-conception. L'idée, ce n'est en général de ne pas regarder uniquement l'effet de serre. Donc peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler d'empreinte carbone, qui est un indicateur qui est assez utilisé aujourd'hui, qui permet de mesurer, d'évaluer la participation de notre produit au réchauffement climatique.
Dans une approche d'éco-conception, comme on le voit à l'ADEME, on essaie de multiplier les indicateurs pour justement avoir, une fois de plus, une vision globale sur les impacts environnementaux de son produit ou de ses produits. Le quatrième point, il découle du troisième, c'est d'éviter les transferts d'impact. Donc, éviter de réduire la participation de notre produit au réchauffement climatique, mais que de l'autre côté, on augmente l'acidification des océans, qui est également un enjeu important, la consommation de ressources rares, etc. Et enfin, le dernier point, et c'est peut-être le plus important, c'est que c'est une approche de compromis. C'est-à-dire que vous êtes une entreprise, et donc dans la conception de votre produit, vous avez des contraintes techniques, esthétiques, de coûts, de respect de réglementation, de risques et de demande client. Et donc, dans l'éco-conception, on vient ajouter cette dimension environnement, mais elle ne reste qu'une partie de votre démarche de conception. Voilà, ce sont les 5 points que j'aimerais que vous reteniez sur l'éco-conception pour ce début de webinaire. Et je vais terminer en vous présentant quelques financements, quelques accompagnements que l'ADEME peut vous proposer sur l'éco-conception. On a décliné nos aides à l'éco-conception selon 3 niveaux, en fonction du niveau d'avancement de l'entreprise sur ce sujet. Le premier niveau qu'on appelle « Je démarre », qui est lié à l'aide tremplin pour la transition écologique des PME, qui est une aide simplifiée et rapide qui vise les petites structures, qui n'ont pas le temps de passer beaucoup de temps à réaliser un dossier pour avoir un financement. Dans cette aide, il y a 3 lignes sur l'éco-conception. Donc, les premiers pas qui visent... Donc c'est le financement en fait, d'une prestation qui vise à sensibiliser, à définir un projet d'éco-conception avec l'entreprise et définir un plan d'action. Et les 2 autres points qui sont plus là pour valoriser les actions déjà réalisées en entreprise, la mise en œuvre d'un écolabel européen qui permet de différencier le produit par rapport à d'autres, et l'affichage environnemental selon la méthodologie ADEME. Le deuxième niveau, c'est le cœur de l'accompagnement. Le niveau 2, j'éco-conçois, donc avec un soutien à l'éco-conception qui fonctionne en 2 temps, où on va accompagner au diagnostic, donc un diagnostic éco-conception dans lequel on réalise une évaluation environnementale simplifiée sur le produit et on essaie d'identifier et de qualifier des pistes d'éco-conception, c'est-à-dire comment je fais mieux. Et surtout, derrière, donc, on a l'indicateur environnement, mais également combien ça me coûte. Est-ce que c'est facile pour moi de le mettre en place ou c'est très compliqué? Et en termes de temps, combien de temps ça va me prendre? Donc on a ce diagnostic et qui ensuite ouvre la porte à des aides à l'investissement. C'est-à-dire que les pistes qui ont été identifiées dans le diagnostic peuvent faire l'objet de financement de l'ADEME sur les investissements. Et le niveau 3, j'en parle rapidement, c'est sur l'approfondissement avec l'accompagnement à la recherche et développement en éco-conception, avec des études et des projets de recherche et développement assez classiques. Par rapport justement à cet accompagnement et à tout ce que vous venez de décrire, est-ce que l'éco-conception est adaptée à tout type d'activité, tout type d'entreprise? Je pense notamment aux entreprises de services. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que c'est la particularité aussi, ça aurait pu être le 6e point. La particularité de l'éco-conception, c'est que ça peut toucher tout le monde, donc autant une entreprise de plasturgie comme il peut y en avoir sur le territoire d'Alençon, des entreprises de services. Alors effectivement, ça paraît moins clair sur un service, mais en fait, quand on réalise un service pour une entreprise, on a quand même l'acquisition de consommables, d'investissements, des transports, et donc en gardant en tête l'usage, donc le service rendu à l'entreprise. D'accord. Voilà, et donc ça peut être autant des entreprises aussi, si on reste sur la partie produits, des produits techniques, des produits alimentaires, textiles, numériques même, et c'est d'ailleurs un focus sur lequel l'ADEME souhaite aller, l'éco-conception numérique, puisque c'est un enjeu grandissant. D'accord, donc ça va intéresser quelques-unes des entreprises qui nous regardent, parce qu'on a un secteur numérique qui est très présent sur le territoire aussi. Merci beaucoup pour cette présentation très complète, très claire. Je regarde en même temps s'il y a des questions, n'hésitez pas au webinaire à poser vos questions tout au fil de l'atelier. Pour illustrer vos propos, Monsieur Tison, on a choisi un témoignage d'une entreprise locale qui fait de l'éco-conception.
Et du coup, j'accueille donc Monsieur Pierre des Galets d'Alençon. Les Galets d'Alençon, donc entreprise installée sur le territoire depuis 2014. Bonsoir à tous. Bonsoir Monsieur Pierre. Pouvez-vous vous présenter? Oui, avec plaisir. Donc Jean-Yves Pierre, je suis le dirigeant de la Galette d'Alençon, associé à Pascal Hainaut, avec qui je travaille depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. Notre parcours à tous les deux, alors lui sur la partie direction financière et puis moi sur une partie direction générale, développement, commerce, marketing. On vient d'un groupe familial agroalimentaire qu'on a quitté en 2012 pour monter ce projet de création, de reprise d'entreprise dans un premier temps, puis de création d'un modèle un peu original. Alors l'histoire vient de quoi? C'est que le modèle classique agroalimentaire, tel qu'on l'a vécu, c'est un modèle massifié. C'est-à-dire que on produit beaucoup, on cherche toujours à produire plus parce que on a des parts de marché, on veut gagner des parts de marché. On fabriquait à l'époque des produits traiteurs et des produits de charcuterie. Le réflexe, c'est d'aller chercher des marchés, importants, de construire des usines toujours un peu plus grandes, de rallonger les flux parce qu'on a des flux de distribution qui sont des flux assez longs. Donc on passe sur un entrepôt ou une plateforme. La plateforme distribue ensuite des magasins de façon un peu différenciée en fonction du format de magasin. Donc on a des flux longs, on a des flux massifiés, on construit de plus en plus grand, on cherche à remplir et à amener des volumes pour financer les investissements de croissance qui sont faits. Et donc, on rallonge les dates de vie comme ça, sans le voir, mais on rallonge un peu les dates de vie des produits parce qu'un produit qui est distribué, en fait, il va passer parfois plusieurs jours sur un entrepôt plateforme avant d'aller dans le magasin, avant d'aller dans le frigo ou l'épicerie du consommateur. Donc, il faut des flux, un produit qui au départ est à 5 ou 7 jours de date, on va, comme ça, sans s'en apercevoir, passer à 12, 14, 16 jours. Et on va rajouter un peu de conservateur dans le produit, on va le dénaturer, on va l'acidifier, on va mettre de l'arôme artificiel pour le modifier, et on rentre dans un cercle complètement vicieux de l'agroalimentaire. C'est le modèle classique, jusqu'à ce qu'un intervenant arrive avec de l'ultra-fraîcheur, de la qualité, et perce à nouveau. Le piège, c'est de ne pas rentrer justement dans le cercle vicieux, mais plutôt de rentrer, on parlait tout à l'heure en off, de croissance vertueuse ou de croissance différenciée, c'est de remplacer vraiment cette tendance à aller vers le volume, de le remplacer par une recherche de valeur, mais de valeur perçue qualitative pour le consommateur. Voilà un petit peu notre démarche. Donc au fil de l'eau, on s'est forgé des convictions sur le modèle économique, parce qu'il faut un modèle économique qui permette de financer aussi notre croissance, sur le modèle social, sur le modèle écologique ou développement durable, mais sans dire on va faire du développement durable ou on va faire de l'éco-conception. En fait, c'est une espèce de conjugaison de nos convictions qui a abouti à quelque chose qui devient cohérent. Voilà, c'est un peu ça notre histoire. En fait, c'est un peu naturellement que vous avez fait ce qu'on appelle aujourd'hui l'éco-conception. Oui. Tout au long du cycle de vie du produit, comme vient de le présenter Monsieur Tison. C'est ça. De la distribution, du transport, en passant par la fabrication. Exactement. On s'est dit, il y a des flux longs. En fait, on impose aux fabricants de livrer en A pour A, donc jour A, livraison jour A, ou jour A, livraison jour B. Sauf que le produit, en fait, il va stagner quelque part. Et en fait, c'est pas efficace parce que on est en train de dire, on fait un flux tendu, mais au final, pour un produit qui est, on dit frais, mais qui migre vers de la conserve, en fait. Même si c'est un produit qu'on met au frigo, au final, c'est un produit de conserve. Donc là, on n'était pas d'accord. On se dit aussi que le modèle des entreprises a tendance à devenir lourd, matriciel, où les personnes ne trouvent pas leur compte. C'est-à-dire qu'il y a un niveau hiérarchique, donc il y a un chef d'un chef d'un chef, et il y a une lutte incessante dans le modèle de management de l'entreprise, ça devient de plus en plus complexe. Il y a des luttes de pouvoir, des personnes qui ne sont pas contentes de leur sort et qui tapent un peu dans
dans les tibias du voisin. Ça, c'est le modèle classique de l'entreprise alimentaire. Nous, on s'est dit, pas de niveau hiérarchique. On s'est juste dit, travaillons ensemble. On revient aux années 90, les cercles de qualité au Japon. On s'est dit, nous, Pascal et moi, on est actionnaires, associés, on est fondateurs de notre modèle. Eh bien, on va mettre autour de nous des gens qui vont travailler dans un domaine de compétences et qui vont s'exprimer dans ce domaine de compétences et ensuite travailler avec leurs collègues où on va créer des complémentarités. Il n'y a pas de chef ou de sous-chef ou de machin, c'est le début, entre guillemets et vulgairement, des emmerdements. Voilà, on a pensé aux produits et on s'est dit, on est dans un produit ultra frais à date très courte, on doit avoir une distribution intégrée. On a arrêté le flux long, on s'est dit, c'est totalement ridicule aujourd'hui de dire je fabrique à Alençon, j'envoie mon produit à Carpiquet pour un entrepôt ou une plateforme, pour que le produit revienne à Mortagne-au-Perche ou à Arcenay ou à Alençon. Aucun intérêt. On fait des kilomètres alors qu'on est juste à 7 km du point de livraison. Donc on s'est dit, on va arrêter ces TGV de transport et on va refaire de la ligne régionale ou de la ligne locale pour distribuer nos produits. On s'est dit, il y a beaucoup trop de plastique. Moi, j'ai pris toute la concurrence sur la table. On a goûté les produits, on s'est dit, c'est pas bon, c'est pas savoureux. Une crêpe industrielle, c'est un peu étouffe chrétien, il n'y a plus d'arôme. La crêpe de sarrasin, si on a la chance de pouvoir la mettre entière dans la poêle, parce que c'est matraqué par le froid, on a de la chance. Donc on s'est dit, il faut que le produit soit super frais. On a plus de poids d'emballage que de poids de produit fini. Donc on a complètement revu notre paradigme, un petit peu, notre équilibre. Et on s'est dit, mettons le produit au cœur de notre réflexion et minimisons l'emballage et les suremballages. Voilà. Donc c'est un petit peu tout ça notre réflexion. Et sur le produit en lui-même, je crois que vous cherchez aussi de l'approvisionnement local sur la matière première. Oui, ça allait dans le sens de toutes ces convictions-là, c'est-à-dire on produit localement. Alors, juste avant, je reviens sur notre modèle, sur l'histoire pour comprendre un peu la cohérence. En 2012, donc, on quitte l'entreprise et on se donne un an où on pose tout ce que je viens de vous dire un peu sur le papier. On essaye de concevoir un petit peu notre modèle. En 2013, on rachète une petite entreprise, un petit atelier en Bretagne qui s'appelle la Galette de Bron, mais avec cette conviction de modèle un peu général, de se dire, on ne va pas avoir des cathédrales, on va avoir des ateliers qu'on va mettre localement au cœur d'un territoire pour préserver le contrat fraîcheur, la naturalité du produit et un temps très court entre le moment où je fabrique mon produit et le moment où il va être consommé par le consommateur. On voulait rétrécir complètement tout ça. D'accord ? Donc on a en 2014 réfléchi dans l'année qui a suivi notre rachat, on a acheté en fin d'année 2013. 2014, on réfléchit et on crée la Galette d'Alençon avec l'appui de la mairie, de la communauté urbaine d'Alençon. On a travaillé ensemble, on s'est implanté et on a aménagé une cellule et on a produit à Alençon. Un an plus tard, donc janvier 2015, à Alençon, les premières crêpes et les premières galettes sortent. Janvier 2016, on continue la démarche. On crée la galette du Val-de-Loire à Angers, donc pour nourrir un peu, pour approvisionner, produire au cœur des Pays de Loire, entre Nantes et Tours. D'accord ? On a consolidé pendant quelques années, donc on a consolidé cette première phase de développement avec 3 sites de production. On est passé de 8 personnes à 25 ou 30 personnes sur ce laps de temps-là. Puis on repart à l'assaut. Et là, on sort de terre, et c'est sorti de terre la galette de Chantonnay, à côté de La Roche-sur-Yon, pour nourrir la Vendée et les Charentes, et le sud de Nantes. Voilà, donc le bâtiment, on va commencer à sortir les premiers produits fin octobre, début novembre. Et on va étoffer notre couverture sur la Normandie avec la galette du Val-de-Seine à Rouen à partir du début d'année. Donc là, on est en travaux sur le mine de Rouen, on aménage un bâtiment sur le mine de Rouen. Donc voilà notre histoire. L'idée, c'est pas de construire un gros site, c'est de créer des ateliers qui sont au cœur d'un territoire avec une vraie dimension de distribution logistique. C'est-à-dire, je produis localement, je distribue localement,
avec un rayon de 100-150 km autour, en optimisant, bien sûr, le chiffre d'affaires, parce qu'à un moment donné, ça fait foi, hein, on est aussi là pour ça, mais en minimisant le nombre de kilomètres parcourus et l'impact gasoil, hein, ou gaz à effet de serre. Voilà, on est vraiment dans cette démarche-là. Voilà donc notre stratégie et nos fondements. Alors, pour en venir aux appros, donc dans cette logique-là, je reviens à la question, je reprenais le fil. Pour en venir aux approvisionnements, effectivement, le constat qu'on faisait aussi, alors les plus grands fabricants de crêpes et de galettes sont en Bretagne, avec une portée nationale, voire internationale. Ils vendent des crêpes et des galettes. Sauf que 75% du blé noir qui est consommé en France provient d'Europe de l'Est ou de Chine. Alors on s'est dit, mais c'est complètement absurde. Donc première étape, nous, on a migré tous les approvisionnements, puisqu'on avait un historique de l'entreprise qu'on a rachetée, tous les approvisionnements et de toutes les matières sont 100% France, issus de l'agriculture française, premièrement. Voilà. Avec analyse de pesticides, etc. Parce que voilà, il y avait aussi sur de l'import pas mal de traces de glyphosate, etc. C'est un accélérateur de sèche de produits, donc ça optimise un peu les rendements. Donc nous, on ne voulait pas de ça. On voulait de l'agriculture française, des produits venant de notre agriculture. Et ensuite, on va un peu plus loin, on essaye. Et donc, on a des expériences qu'on a initiées en Normandie, puis en Bretagne. On travaille donc avec la Chambre d'agriculture de Normandie. Depuis 2018, on a amorcé quelque chose. Il y a eu un temps mort, c'est compliqué. On a fait des tests, etc. Mais on a un projet de monter une filière sarrasin 100% de Normandie. Voilà. Donc, on fédère autour de la table des agriculteurs, un collecteur de denrées agricoles, un ou plusieurs minotiers et un ou plusieurs transformateurs. Donc nous, on devient le premier transformateur de blé noir en Normandie, puisqu'on commence à avoir un peu d'activité. Et on en aura encore un peu plus avec la galette du Val-de-Seine à Rouen. Et l'idée, ça fait sens, c'est-à-dire qu'on produit localement, on collecte localement, on écrase pour en faire de la farine normande, et on transforme, et on consomme ce produit qui est 100% fait autour de chez nous, quoi. Et donc, ça s'appelle le sarrasin 100% Normandie. On l'a fait ensemble. Voilà. C'est simplement une conjonction de gens qui ont la volonté de dire on va peut-être faire les choses un peu différemment. C'est un petit peu ça notre idée sur les approvisionnements. Et est-ce que vous voyez les effets directement sur le marché, sur les clients? Est-ce qu'il y avait une attente? Est-ce que vous avez créé cette attente? Alors, je pense qu'on a. Alors, au début, on arrive et tous nos concurrents, parce qu'on a eu un peu des échos, ils disent eux, ils n'ont rien compris. La galette de sarrasin, ça se vend. On était un peu nouveau sur le marché, quoi. La galette de sarrasin, ça se vend en Bretagne. On en vend un peu ailleurs, mais pas forcément beaucoup. Et au début, ils avaient un peu raison. C'est-à-dire qu'on a vendu de la crêpe, parce que la crêpe, c'est un produit mondialement connu. C'est le produit qui, en notoriété spontanée, vu par l'étranger, est un des produits icônes de la France. Donc la crêpe bretonne, voilà, on en vendait. Elle est très bonne, vous l'avez goûtée ce matin. Tout à fait. Et on avait une répartition 65-70% de crêpes et 30% de galettes. Sauf que le consommateur, il a goûté le produit. Et il s'est dit, mais c'est bon, ça ne se casse pas, c'est souple, c'est très aromatique, on fait de la cuisson lente, on a du blé noir torréfié, on a vraiment quelque chose de savoureux. Et en fait, nous, on a calculé pour 100 clients qui achètent le produit, combien il y a de réacheteurs, d'acheteurs à nouveau du produit. 75%. Moi, j'ai un back-office, un backup de vie en agroalimentaire. Quand on atteignait plus de 40-45%, on était content. 75%. C'est-à-dire qu'un consommateur est convaincu par le produit. Il achète d'abord par impulsion d'achat, c'est-à-dire je suis visible, je suis vu par le consommateur. Tiens, c'est bien, c'est local, etc. J'achète. Et ensuite, il dit, mais c'est bon, donc je réachète. Et en fait, quand on arrive dans un magasin, on prend des parts de marché. Et aujourd'hui, ici, à Alençon, il y a quasiment 50% de galettes, 50% de crêpes. Donc, ça veut dire que l'acte d'achat, d'abord, il est souvent couplé. J'achète des crêpes, j'achète des galettes, je me fais une soirée. Mais la galette, on
on a été chercher des nouveaux consommateurs, on a pénétré le marché en allant chercher des nouveaux consommateurs, et quelque part, en mettant on devient le premier choix, en mettant un petit coup de vieux aux fabricants existants. En fait, on devient le premier choix. C'est comme si vous arriviez dans un rayon boulangerie, ou dans la boulangerie industrielle d'une grande surface. Vous avez la boulangerie trad, il est soir, il n'y a plus de baguette, on se reporte vers un pain de mie ou un pain industriel. Sauf que le premier choix, c'est s'il y a de la baguette, on prend de la baguette. Et donc, nous, c'est un peu ça. C'est s'il y a de la galette d'Alençon, on prend de la galette d'Alençon, et éventuellement, j'ai un plan B et je prends un autre produit s'il n'y en a pas. Donc, il ne faut pas s'enorgueillir de ça, et il faut rester humble par rapport à ça, mais moi, je passe ma vie dans les usines, dans les ateliers et dans les magasins, et j'interroge, et je vais faire des animations pour demander pourquoi ils achètent le produit. J'essaye de comprendre la motivation d'achat. Et en fait, la valeur qu'on met à un produit, c'est celle qui correspond aussi à la satisfaction qu'on crée chez le client. Donc, bien sûr que ça coûte plus cher de faire ce qu'on fait. On n'est pas sur des économies d'échelle. On pourrait fabriquer beaucoup moins cher en mettant un peu moins de qualité. Voilà. Sauf qu'à un moment donné, c'est le consommateur qui prend la décision de prendre un produit dans la main, quel que soit le prix, je dirais, et de le mettre dans son panier et de le consommer et de recommencer 3 jours plus tard. Et ça, c'est le plus important, au final. La richesse d'une entreprise, c'est sa capacité à créer du fonds de commerce et à le garder. Voilà. On voit que vous répondez du coup aux attentes de vos clients, que vous prônez des valeurs éthiques aussi. On voit l'impact positif sur votre entreprise. Concrètement, en tant que chef d'entreprise, comment on fait adhérer ses salariés dans cette démarche, dans une démarche d'éco-conception? Alors, comme on est près de 60 personnes, hein, donc on est une petite quinzaine à Alençon, et l'ensemble aujourd'hui fait 60 personnes. Mais on essaye, alors Pascal et moi, on n'a pas le don d'être à 5 endroits différents en même temps. On a du mal à être à un seul déjà. Donc on essaye de tout baser sur la confiance et la communication et la transparence. On a depuis peu une responsable un peu ressources humaines qui travaille sur différents programmes. Donc on a mis en place un programme QVT, qualité de vie au travail. Par exemple, on a des éléments de tenue de travail qui sont arrivés récemment. C'est les salariés qui ont choisi. Voilà, on aimerait bien faire ça. On a des espaces de vie dans l'entreprise aussi qui sont importants. On a fait de l'affichage dynamique parce que certains salariés ont dit c'est super, on est bien à Alençon, mais qu'est-ce qui se passe à Bron? Qu'est-ce qui se passe à Angers? Qu'est-ce qui se passe le site de Chantonnay? Qu'est-ce qui se passe à Rouen? Donc on donne de l'information sur la construction. On a fait des étapes de construction avec des photos, les fondations, les murs, le plafond, les sols, le machin, etc. Donc on avance comme ça. Quand il y a des gros événements d'entreprise, on les partage. Exemple, on a été reconnu un peu. On a été reconnu un petit peu pour la qualité de nos produits. On a livré un gros événement à Paris, la Galaxy Top Chef, donc sélectionné par des chefs étoilés. Ils ont dit votre galette, on la veut. On a fait un plat ensemble. On a été avec Michel Saran, un peu connu, et on a fait de la remise en œuvre et Pierre Chaumet, un autre chef étoilé. On a fait de la remise en œuvre. C'est un événement qui est super. Moi, j'y étais, j'étais content, j'étais fier. J'aime manger et j'aime la gastronomie, donc j'étais content. Et c'est bien de faire partager ça avec les salariés. Donc ils se sont appropriés un petit peu ça. Et ils ont vécu par procuration un peu cet événement-là. Et on crée chez eux un sentiment de fierté, qui est important. Voilà. D'accord. Les ressources humaines, c'est un petit peu le facteur clé du succès dans la mise en place d'une démarche d'éco-conception. On voulait traiter ce sujet-là avec vous ce soir. Et du coup, on va enchaîner l'atelier sur la troisième partie de l'atelier. Alors, on me fait signe qu'il y a des questions peut-être. Alors, la première question, par quel volet, donc je pense que c'est plutôt pour Monsieur Tison, par quel volet conseillez-vous de commencer la démarche? Est-ce que c'est sur l'approvisionnement, quand on veut initier une démarche? Alors, sur cette question, je dirais que c'est très dépendant de votre activité. La meilleure façon est peut-être de commencer par la plus simple. Je ne l'ai pas dit de manière explicite, mais
L'éco-conception, c'est pas quelque chose de direct. C'est pas aujourd'hui j'ai un produit pas éco-conçu et demain j'ai un produit éco-conçu. Comme le montre l'expérience de la galette d'Alençon, effectivement, c'est des petits pas, c'est des actions qui s'accumulent et qui font qu'on a à la fin un produit qui a une valeur environnementale forte. Donc, par quoi commencer? Déjà, peut-être par... alors, effectivement, moi, ce que je vous recommande, c'est peut-être de faire ce premier pas éco-conception là, qu'on propose à l'ADEME. C'est un diagnostic, finalement, qui pose peut-être les choses dans l'entreprise? C'est même pas vraiment un diagnostic. Déjà, on est vraiment à l'étape de sensibilisation et de se dire, OK, l'éco-conception, c'est ça. Moi, mes produits, j'ai une telle gamme de produits. On va peut-être commencer avec ce produit-là parce qu'on a la main dessus, parce qu'il y a une demande du consommateur. Et puis, on va se faire un petit plan d'action. Et ensuite, effectivement, il peut y avoir un diagnostic qui permet d'identifier, on va dire, les points clés de l'éco-conception de mon produit. D'accord. Que là, effectivement, on va pouvoir voir est-ce que c'est l'approvisionnement, la logistique ou la fin de vie, par exemple. D'accord. Donc, j'espère que ça répond à la question. N'hésitez pas à interagir sur le chat. On avait une deuxième question. La création d'une filière, donc producteurs, distributeurs et fabricants collectifs durables, est-elle envisageable? C'est peut-être plutôt pour vous, Oui, Monsieur alors Pierre. c'est forcément, bien sûr c'est envisageable, et nous c'est la démarche qu'on engage. Elle est de longue haleine, cette démarche-là. Elle est pas simple. Et en fait, elle doit, je pense qu'à un moment donné, la vraie question, c'est de poser la chaîne d'analyse de la valeur du producteur au transformateur et tendre vers du commerce équitable localement. Alors on fait très bien du commerce équitable en achetant du café partout dans le monde ou du chocolat. Ça, on le fait bien. Et il faut qu'on apprenne à le faire ici. C'est-à-dire, c'est ne pas avoir honte de poser, dire ça me coûte combien, voilà combien d'argent il faut que je gagne pour subsister. J'écrase, je transforme en farine, ça me coûte combien et combien il faut que je gagne. Et pareil, pour le transformateur, jusqu'au distributeur, jusqu'au consommateur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut dire je fais une chaîne d'analyse de la valeur, mais j'arrive à quelque chose qui est complètement incohérent parce que facialement, le prix au consommateur n'est plus possible. À un moment donné, le prix doit être accessible par le consommateur. Donc, il faut partir du consommateur jusqu'à l'amont et se dire qu'est-ce qui est vertueux de construire avec un équilibre. Alors, souvent, et c'est le problème du commerce actuel, c'est qu'il y a toujours quelqu'un, c'est les luttes intestines qui existent entre le monde agricole et le monde des distributeurs. Je pense qu'en faisant ça, justement, on réconcilie le monde agricole et le monde des distributeurs par le biais du transformateur et du minotier. Et nous, mon rêve, c'est de dire, au lieu d'amener des palettes à brûler sur les parkings, faisons rentrer dans les magasins des agriculteurs qui expliquent leur production de façon à ce que le distributeur valorise cette production-là. Et est-ce que la dernière étape, ce ne serait pas de faire reconnaître par un label cette filière normande, locale? Est-ce que c'est des choses qui sont dans les cartons? Évidemment, parce que ça fait partie de justement la reconnaissance visible d'un... Alors nous, on ne fait pas d'encre chez nous. Alors il faut un label, il faut un logo, il faut de la couleur. Nous, il n'y a pas d'encre, c'est juste de la thermo-impression. Mais s'il faut mettre un peu d'encre pour que le consommateur choisisse le produit et se réassure ou se rassure par son acte d'achat, il faut le faire, évidemment. Et c'est une reconnaissance et une fierté pour tout le monde. Voilà. Merci, Monsieur Pierre. J'espère qu'on a répondu à la question. On avait une troisième et dernière question qui va plutôt être pour Monsieur Tison. Merci pour ce témoignage, mais comment appliquer ces idées dans mon restaurant, au-delà des produits locaux? Alors, encore une fois, je vais être redondant, mais c'est vrai que ça va dépendre aussi de quel restaurant vous avez. Si vous êtes sur un restaurant haut de gamme, de la restauration rapide à emporter. C'est vrai que sur le restaurant, on peut prendre une approche éco-conception, mais en fait, c'est un travail sur son activité qui n'est peut-être pas forcément direct, qu'on ne peut pas directement appeler de l'éco-conception. Sur les plats qu'on propose, alors c'est vrai que dans l'alimentation, un des enjeux majeurs, c'est la viande.
Donc on sait que sur plusieurs indicateurs environnementaux, par exemple, proposer des plats à base de poulet plutôt de bœuf permettent de réduire assez significativement les impacts d'un plat. On peut également proposer des alternatives végétariennes qui soient gourmandes et idéalement avec des produits locaux, valoriser la production agricole locale. Ça, c'est vraiment sur la nourriture que vous proposez. L'idée étant que vous gardiez aussi vos lignes directrices sur le restaurant. Si vous faites de la restauration emportée, il y a un enjeu aussi sur l'emballage, puisqu'on en vend également beaucoup et qui en général sont à usage unique derrière. Donc là-dessus, il y a également la possibilité de travailler sur des emballages réutilisables qui sont proposés par le restaurateur et ramenés au restaurateur derrière, ou amenés par le consommateur et lavés par ses soins derrière. Voilà, j'ai donné 2 axes, mais il pourrait y en avoir beaucoup d'autres et je vous invite à me contacter. Voilà, est-ce que votre accompagnement peut aussi être adapté à un restaurant finalement? Tout à fait. Alors, l'éco-conception peut-être pas, par contre, il faut savoir qu'il y a un dispositif qui est spécialement créé pour les restaurateurs et le monde du tourisme de manière générale, qui s'appelle Tourisme durable. Donc il s'inspire en fait du dispositif Tremplin pour la transition écologique, dans le sens où c'est une aide qui se veut rapide et simple à demander, et sur lequel on peut vous accompagner. Donc effectivement, il y a des prestataires qui viendront vous accompagner pour savoir quoi faire, et derrière, vous pourrez recevoir des aides à l'investissement s'il y en a. Merci, monsieur Juste Pillon. pour compléter ma réponse de tout à l'heure, par rapport à la visibilité au label, il y a aussi quelque chose qu'on va travailler justement avec M. Tison et l'ADEME, c'est de travailler sur un score environnemental avec une cotation justement, puisque notre modèle est complètement différent. Au niveau des emballages, il y en a moins. Au niveau de la consommation de gasoil, il y en a moins. La naturalité, il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas de conservateurs, il n'y a pas de colorants, etc. Donc l'idée, c'est de coter ça pour que le consommateur s'y retrouve. Voilà. Donc il y a des choses qui existent, et ça permet aussi d'avoir une certaine lecture de ce qu'est le produit et de comment il est fait pour arriver dans l'assiette du consommateur. D'accord. Voilà. Merci beaucoup pour ce De rien. témoignage très intéressant, Monsieur Pierre. On va vous laisser rejoindre vos obligations. Merci à vous. Merci encore. Merci de votre Et accueil. puis on va partir sur Bonne soirée à tous. Merci à vous, bonne soirée. On va Bonne soirée. partir sur la 3e partie de cet atelier, donc qui est consacré, ce que je disais tout à l'heure, aux ressources humaines, qui sont le facteur clé de succès finalement de la mise en place d'une démarche d'éco-conception. Et donc j'accueille sur ce plateau donc Monsieur Éric Pelletier de l'ARACT, Association régionale d'amélioration des conditions de travail, ARACT Normandie. Monsieur Jérôme Rangogno, de l'IUT Grand Ouest Normandie. Et Madame Émilie Parfait de Polivia Formation. Bonsoir à tous, merci. On va commencer par vous, Monsieur Pelletier. Donc, bonsoir, l'Association régionale de l'amélioration des conditions de travail. On est pleinement dans le sujet RH. Comment concrètement, en entreprise, grâce à votre intermédiaire, on peut mettre en place une démarche d'éco-conception en lien avec les différents salariés? Nous, ce qui me semble important, c'est que sur ces problématiques d'éco-conception, il y a un impact qui va avoir sur l'évolution et l'adaptation des compétences des salariés. Et pour le coup, ça amène à se poser des questions effectivement sur les enjeux de formation. Enjeux de formation à différents niveaux, c'est-à-dire concrètement, on voit bien qu'il va y avoir des enjeux de formation au niveau des salariés terrain, très concrètement, mais aussi des enjeux de formation au niveau des managers, puisque c'est des nouvelles façons aussi, des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de concevoir et des nouveaux enjeux qu'il peut y avoir par rapport à ça. Donc très concrètement, c'est pas juste changer un produit dans une recette, mais c'est aussi changer éventuellement des façons de faire, des façons de travailler. Et pour le coup, ça pose la question effectivement de l'évolution des compétences. Donc ça amène aussi à intégrer d'autres acteurs, à mettre d'autres acteurs dans la boucle, et notamment les acteurs RH. Qui sont souvent dans un projet de conception, c'est pas forcément les acteurs qui sont présents au début du projet, c'est-à-dire qu'ils arrivent souvent à la fin, alors qu'il y a un intérêt, enfin il y a un vrai enjeu en tout cas à intégrer ces acteurs-là dès le début du projet de conception, parce qu'on est sur un projet de conception, de reconception. Au-delà du projet de conception de produit, en fait, on est en train de reconcevoir quelque part le travail. Et pour le coup, les conditions de réalisation du travail et les compétences qui vont être mobilisées par les opérateurs et les opératrices, et comme je le disais, les managers.
Est-ce qu'il y a des outils très pragmatiques? Est-ce que vous pouvez apporter un conseil aux entreprises, justement, pour intégrer Après, en termes d'outils, ça va être surtout une méthode et une démarche en fait, qui va tourner autour de la démarche notamment participative. En fait, nous c'est ce qu'on porte beaucoup à la RACT, et puis ça a déjà été évoqué. C'est pas tout seul dans son bureau qu'on va éco-concevoir pour demain. Donc c'est vraiment voilà, c'est pas un outil en tant que tel, mais en tout cas c'est cette démarche de pouvoir intégrer l'ensemble des parties prenantes en fait dans le projet, et donc d'avoir une démarche aussi surtout d'anticipation, c'est de se poser les bonnes questions au bon moment et de se les poser très tôt en fait dans le projet. Alors après voilà, ça dépend aussi, je dirais, du projet. Ça peut être un petit projet comme un plus gros, donc là c'est vraiment des enjeux à voir. Enfin, comme le disait Quentin tout à l'heure, il n'y a pas une formule qui va répondre à tout le monde. C'est vraiment à adapter par rapport à la problématique et au projet de l'entreprise. Toutes les entreprises peuvent vous contacter? Nous, très clairement, on intervient pour toutes les... Nous, notre cible, ça va être les TPE, PME de la région. Donc, il y a une ARACT dans chaque région. Donc, on intervient pour toutes les entreprises de notre territoire. Donc, oui, toutes les entreprises peuvent nous contacter. Alors, après, on est une petite équipe, donc on ne peut pas forcément accompagner tout le monde, mais on a aussi un réseau et puis on travaille avec les partenaires. Ce n'est pas forcément l'ARACT qui va intervenir. On travaille aussi avec des consultants qui mettent en place justement des démarches participatives dans les entreprises. Donc oui, très clairement, tout le monde peut faire appel à nous. Alors c'est vrai que notre cible à nous, ça ne va pas être les gros groupes, puisqu'on intervient, on est nous sur majoritairement des financements publics, donc on est là pour intervenir dans plutôt les TPE, PME en fait de la région. D'accord, très bien. Bon, vos coordonnées seront disponibles. On pourra vous donner les coordonnées de l'ARACT Normandie pour tous les conseils et accompagnements liés à ce sujet. On a aussi sur le territoire, localement, sur le territoire de la communauté urbaine d'Alençon, des expertises en la matière, des centres de formation, de compétences. Et du coup, je vais donner la parole justement pour présenter ces accompagnements possibles localement. D'abord à M. Rangonio de l'IUT Grand Ouest Normandie. Merci beaucoup. Voilà. Je vais faire un petit point de présentation de la structure parce qu'elle est toute récente, en tout cas dans son intitulé. Donc l'IUT Grand Ouest Normandie, c'est une composante universitaire de l'Université de Caen et qui est le résultat de la fusion des IUT de Cherbourg, de Caen et puis d'Alençon d'Amilly. Voilà. Alors c'est maintenant près de 3500 apprenants avec une part grandissante dédiée à l'apprentissage pour améliorer la professionnalisation des jeunes. Voilà. Alors on dispense 25 bachelors universitaires de technologie et c'est notre point d'actualité un peu bouillonnant en ce moment. Voilà, qui est un diplôme universitaire en 3 années. Voilà. Et puis il y a encore 24 licences professionnelles, un diplôme à Bac+3 en 1 an, et certaines spécialités de licences professionnelles vont fusionner dans cette 3e année de bachelor. Voilà. Plus spécifiquement sur le site d'Alençon, si on peut passer à la diapo suivante, puis j'en suis. Voilà, merci beaucoup. Donc nous avons 5 formations bachelor, dans les intitulés carrière sociale, logistique, qualité, génie mécanique et productique. Et dans ce bachelor génie mécanique et productique, il y a un parcours qui s'appellera concevoir et produire durablement, qui est l'objet de la soirée en fait. Voilà. Mais un parcours qu'on va retrouver au niveau national aussi. D'accord. Et puis 6 licences professionnelles, on a bien précisé à la rentrée 2021, mais comme je disais à l'instant, elles vont fusionner dans cette 3e année de bachelor. Mais nous avons une licence professionnelle en éco-conception et industrialisation. Et au sein de l'IUT, je suis responsable pédagogique de cette formation. Voilà. Alors, cette notion d'éco-conception et développement durable, si on peut passer à la diapo suivante. Merci, voilà. Plus spécifiquement, sur le site d'Alençon et en génie mécanique et productique, comment ça se traduit ? Discours essentiel qu'on essaie de faire passer auprès des jeunes, c'est que c'est bien une démarche. On a eu des témoignages ici, puis une présentation de l'ADEME, en fait. Donc c'est une démarche d'amélioration continue, on pourrait dire ça, qu'on peut saisir à n'importe quel moment, en fait. Voilà. Et puis, dans la définition de l'ADEME, je me suis permis de copier, ça vise à réduire les impacts du produit sur l'environnement. Donc ça veut dire que c'est bon pour l'environnement, d'une part, mais en fait, le message qu'on essaie de faire passer auprès des étudiants, pour qu'ensuite, eux, ils puissent le transparaître dans leur vie professionnelle, c'est que c'est bon aussi sur le portefeuille. Voilà. C'est bon pour le portefeuille parce qu'on va travailler sur les matières, on va travailler sur l'énergie, et puis à un moment, quand on le fait savoir, ça va augmenter les parts de marché, parce que le client, il va être sensible à ça. Voilà.
Et on va avoir un vrai levier de différenciation avec des concurrents qui ne le feraient pas, par exemple. Voilà, donc on a déjà pu accompagner les entreprises qui se servaient de ce levier-là pour se faire connaître. Voilà. Donc ça, c'est notre vision. Elle n'est pas nouvelle, parce qu'on a démarré la réflexion en 2007. Donc ça fait quelques années quand même. Est-ce que vous étiez précurseur ? Oui. En 2007, alors pourquoi est-ce que, je vais y revenir, mais je vais faire une petite parenthèse, pourquoi est-ce qu'en 2007 on a identifié cette thématique ? On avait identifié plusieurs thématiques et celle-ci ressortait et on a axé dessus. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que la thématique de la prise en compte de l'environnement dans le quotidien d'un technicien, concepteur et fabricant, ce qui est le profil de nos jeunes, était présente quelle que soit la taille de l'entreprise et quel que soit le domaine d'activité. Partout, à un moment, on entendait parler, commençait à entendre parler d'environnement. Et on se doutait bien que cette dimension-là allait être grandissante. Voilà. Alors, pour venir à votre question, qui m'a échappé depuis. Étiez-vous précurseur à l'époque Oui, en 2007 et encore aujourd'hui, cette thématique-là qu'on consacre au DUT encore actuellement, puis qui va devenir le bachelor, on est les seuls au niveau national à en proposer dans ces proportions-là. Voilà, donc ça nous a amené à former des collègues au niveau national, d'être dans des groupes de réflexion sur l'intégration dans le bachelor au niveau national, et puis d'intervenir auprès d'entreprises de la région, d'écoles d'ingénieurs de la région. Voilà, donc c'est une thématique. Nous, on a souvent tendance à dire qu'elle n'est pas révolutionnaire, mais on a peut-être été les premiers peut-être à l'aborder dans cette proportion-là, en tout cas. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça apporte pour les étudiants ? D'avoir une formation qui suit les évolutions et les défis de la société. Voilà. On insiste beaucoup sur la dimension du coût, c'est-à-dire qu'un bon produit, les galettes ou autres, c'est un produit qui se vend. Je pense que personne ne le contredira. Et qu'à un moment, on ne va pas vendre un produit qu'on conçu s'il coûte plus cher. Le consommateur n'en voudra pas à un moment. Ou alors un consommateur un peu militant. Mais à un moment, la prise en compte du coût doit être intégrée. Et les témoignages, les expériences montrent qu'en fait, on peut sortir un produit plus respectueux de l'environnement par cette démarche, tout en réduisant, augmentant les marges, en réduisant le prix de vente, en fait. Voilà. Parce qu'on est amené à repenser le produit. Voilà. Alors, pour les entreprises, qu'est-ce que ça apporte ? Des diplômés qui ont cette sensibilité. Nous, on ne forme pas des experts en environnement, mais on va former toujours des techniciens qui vont avoir ce réflexe et qui vont penser à la dimension environnementale. D'avoir aussi localement des gens, ça nous est déjà arrivé d'organiser des sessions de formation auprès des entreprises. Et nous, on est très preneurs parce que c'est ce qui nous permet d'enrichir ensuite nos cours au quotidien par cette petite expérience. Et puis, on a toujours des jeunes, stagiaires, apprentis, contrats de professionnalisation, qui peuvent être les petites mains au quotidien. Et c'est un bon moyen de démarrer aussi un projet d'éco-conception en accueillant un de nos jeunes et que nous, on va aussi encadrer. Ça va être un co-encadrement entre des compétences IUT et puis le savoir-faire entreprise. Et puis après, pour le territoire, vous le disiez, c'est un rayonnement aussi, parce que on a fait venir des gens de toute la France sur cette thématique-là. Voilà. Donc, qu'on n'hésite pas à nous contacter, ça sera avec plaisir. On verra ce qu'on pourra faire, on fera des choses. Voilà. Bonne nouvelle pour les entreprises. Donc effectivement, votre formation, vos conseils sont un vrai atout pour mettre en place une démarche d'éco-conception dans les entreprises et un atout pour le territoire. Dans le même registre, on a un deuxième centre d'expertise sur le sujet, sur le territoire. Je vais vous laisser la parole, du coup, Émilie Parfait. Polivia Formation, est-ce que vous pouvez déjà nous dire deux mots ? Parce que le nom peut paraître nouveau, mais voilà, les c'est noms pas changent. nouveau. Oui. C'est une tendance. Alors Polivia Formation, en fait, était précédemment connue sur le territoire avec l'intitulé ISPA, donc Institut supérieur de plasturgie d'Alençon. Dans un contexte en fait de réforme de la formation professionnelle, les acteurs de formation de la branche plasturgie en France ont souhaité fusionner pour aller vers une collaboration, d'où la naissance en janvier 2021 de Polivia Formation, donc avec maintenant 3 sites propriétaires, Lyon, Alençon et Bourget-du-Lac, et au total une 30aine de points de formation en France. Voilà, donc nous formons 600 apprentis et presque 5000 salariés aussi en formation continue. Voilà. Donc une structure récente, mais sur les territoires implantés depuis plus de 35 ans avec l'ancienne intitulée. Donc déjà merci pour l'invitation. C'est vrai que c'est assez important de pouvoir donner la visibilité aux acteurs du territoire sur ces dynamiques-là, dont on entend beaucoup parler au niveau national
et de temps en temps aussi donner la parole à ceux qui font ou qui essayent aussi de faire émerger de nouvelles choses. Je trouve que c'est très important dans cet esprit aussi de collaboration, sur lequel d'ailleurs je vais revenir tout à l'heure. Mais donc par rapport à l'IUT, donc on est juste à côté pour le campus, sur le campus de Damigny. Donc nous avons créé en fait un titre d'éco-concepteur produits plastiques et composites, donc inscrit au RNCP. Donc un titre niveau 7 européen, donc Bac plus 5-6, qui a été en fait une dynamique enclenchée suite à l'écoute des besoins des industriels. Il faut se remettre 4-5 ans en arrière. On a fait une grosse écoute par rapport aux besoins en termes de compétences de tout type d'entreprises de plasturgie, du très gros groupe à la PME, TPE. Et plusieurs thématiques sont ressorties, dont l'enjeu vis-à-vis du recyclage, puisque aller pointer sous peu des évolutions réglementaires très importantes qui allaient fortement impacter les marchés, que ce soit l'emballage, l'automobile, etc. Donc on ne va pas rentrer dans des termes très techniques, mais pour les industriels, des évolutions de REP, donc responsabilité élargie du producteur sur les différents marchés, avec des conséquences qui pouvaient être très fortes sur le plan économique. De manière simultanée, une très forte évolution des mentalités, on en parlait tout à l'heure, ça pointait, mais sur début, il y a 4-5 ans, c'était vraiment le gros rush. Et voilà, on s'est dit, on va mettre en priorité, travailler sur cette évolution des compétences en travaillant sur la thématique recyclage et recyclabilité. C'était pas anodin aussi, puisque depuis quasiment 15 ans, on travaillait au niveau de la R&D. Donc on a une équipe de recherche et développement qui travaille pour Polyvia Formation, qui travaille sur ces axes recyclabilité, matériaux biosourcés. Donc ça faisait sens également. Donc voilà, donc là on a diplômé la première promotion d'éco-concepteur, donc produits plastiques et composites, donc le diplôme et l'executive master recyclage et économie circulaire. C'est une formation en alternance en 9 mois qui permet en fait dans une approche formation tout au long de la vie, parce que les compétences on doit les penser une évolution tout au long de la vie. Donc on forme aussi bien des jeunes qui sortent de cursus ingénieurs de différentes écoles en France. On a une étudiante issue de l'étranger aussi cette année. On a des salariés qui se forment aussi dans le cadre de la formation continue. On a des salariés qui sont en congé mobilité professionnelle, donc pour une reconversion professionnelle. Et on sent une réelle appétence en fait pour ces thématiques d'éco-conception. Beaucoup de personnes aujourd'hui aussi, et ça rejoint je pense ce qui a été dit tout à l'heure sur les nouvelles aspirations des salariés. Je pense que c'est très important aussi pour les entreprises qui ont besoin de consolider leur main-d'œuvre sur laquelle ils ont investi pendant des années. Et du coup, voilà, il y a tous ces publics-là qui arrivent dans la formation, donc suite à des positionnements et autres. Et ça fait une véritable dynamique. Et autour de nous sont fédérés des industriels, des experts. Quentin est intervenu d'ailleurs cette semaine dans le cadre de la formation. Donc merci à la collaboration. Voilà, on a des experts de différents pôles de compétitivité, des personnes aussi qui viennent expliquer comment à la fois on s'inscrit dans une démarche, quel est l'impact des évolutions réglementaires, comment l'écosystème peut aider aussi, parce que ne pas travailler de manière isolée, mais vraiment en collaboration. Ça, je pense que c'est aujourd'hui, en tout cas les plasturgistes en sont vraiment convaincus. Au sein de Polyvia, donc la branche syndicale, il y a une organisation en marché pour voir comment on peut justement, je dirais, travailler non pas seul dans son coin, mais en collectif, pour trouver des réponses à des évolutions réglementaires, environnementales. On a des enjeux sur, on parlait d'approvisionnement, sur des fluctuations de prix, etc. C'est comment on fait collectif, quoi. On a une question qui rejoint un peu ce que vous êtes en train de dire. Les entreprises sont-elles partie prenante de la formation? Comment interviennent-elles dans cette formation? Alors, les entreprises sont partie prenante, donc elles ont été dès la conception de la formation. Déjà, je pense que ça, c'est important de le rappeler, puisque c'est une formation qui a été conçue en partant
non seulement des besoins, mais aussi des expertises qui existaient. Elles interviennent également dans le cadre de la formation par le biais de l'alternance, par les missions qu'elles proposent aux alternants, et dans la montée en compétences. Et elles interviennent aussi en tant qu'intervenants, c'est-à-dire animer des conférences. On a beaucoup basé en fait la formation sur la co-construction de savoir. Donc chacun arrive avec ses expériences, chacun va développer des compétences dans le cadre de l'alternance. Et les intervenants qui viennent, on va aussi bien avoir une start-up qui va dire voilà moi comment j'ai monté mon modèle, et puis un groupe qui va dire moi voici les questions que je me pose. Et en fait chacun partage ses expériences, ses questionnements, et on avance comme ça. Donc les entreprises interviennent de la sorte et dans le financement, donc ça aussi c'est important, puisque dans les financements, une formation a besoin d'être financée et on a la chance d'avoir le soutien de la branche professionnelle. On a une question liée à l'alternance. Justement, pour intégrer un alternant, il faut être sûr de pouvoir l'encadrer, mais on ne dispose pas forcément de compétences sur le sujet. Ça peut être compliqué pour certaines entreprises. Comment les écoles accompagnent-elles les chefs d'entreprise? On va poser la question à le tutorat. Oui, c'est le tutorat. Je pense que le modèle il est à peu près équivalent. On a un maître d'apprentissage c'est une collaboration, l'apprentissage. Il y a l'entreprise qui accueille, mais il y a aussi la structure de formation avec un tuteur pédagogique, et puis le jeune, avec des points réguliers tout au long de l'année ou tout au long des années, en fait, quand il y a une formation sur plusieurs... Et pour un chef d'entreprise qui peut être seul dans sa structure ou dans une petite structure où il y a peut-être moins de temps pour encadrer, est-ce qu'il y a un dispositif particulier, un support un peu plus important de l'équipe encadrante? Ça se fait au travers du tuteur pédagogique et des suivis sur place. D'accord. Maintenant, ça reste un jeune en formation. Et elle arrive à apporter des compétences universitaires, des compétences théoriques. L'entreprise va lui apporter aussi toute la connaissance du terrain et les contraintes du terrain. Et puis le tuteur pédagogique, il va être là pour l'accompagner, le guider, le conseiller, l'écouter, et puis aussi de faire le lien avec l'entreprise, en fait. Voilà comment procède l'apprentissage et la montée en compétences du jeune. Il faut quand même un minimum de temps et d'investissement du chef d'entreprise. Oui, bien entendu. C'est ce qui était dit, c'est-à-dire que c'est une personne qui est là pour apprendre. Après, tout dépend, je dirais, du niveau de la formation. Quand on est, par exemple, dans l'executive master, donc le titre d'éco-concepteur, on a des personnes, moi les plus âgées, ont presque 45 ans. Donc on n'a pas besoin du même accompagnement qu'un plus jeune qui a tout juste 20 ans. Néanmoins, il est vrai que la colonne vertébrale reste le tutorat. C'est-à-dire que tout le suivi qui est fait par l'école dans le cadre des projets pour voir l'évolution des montées de compétences dans les missions qui sont développées en entreprise, c'est très important. Je pense aussi, pour reboucler avec la notion du collectif, on a aussi, certainement aussi à l'IUT, au Polivia, on rassemble les maîtres d'apprentissage. Donc il y a un minimum une fois par an, tous les maîtres d'apprentissage sont rassemblés. Il y a aussi la formation de tuteurs que les entreprises peuvent demander. C'est une formation longue? Non, c'est une formation de 2-3 jours, il me semble, pour lequel les entreprises peuvent avoir des financements d'ailleurs. D'accord. Aussi, avec les OPCO. Les OPCO font aussi partie de ces thématiques, puisque elles sont aussi, je dirais, sollicitables, entre guillemets, pour avoir des plans de formation. Concrètement, les entreprises peuvent vous contacter en direct pour ces besoins Bien sûr. en recrutement? Bien sûr, aucun souci. On essaye de travailler pour déjà bien définir les besoins et être certain qu'on aura les bons candidats à mettre en face. Je pense que ça, c'est toujours important de le rappeler. On n'est pas dans un supermarché avec une mise en gondole. Vraiment l'accompagnement qui est fait pour être sûr que le besoin est bien défini par l'entreprise et qu'on a en face le bon candidat à proposer. Je pense que ça doit rassurer aussi les entreprises qui, quelquefois, ont un peu peur de se lancer dans l'apprentissage ou dans l'alternance, parce que c'est l'apprentissage, puis l'alternance avec les contrats pro, etc., pour les personnes plus âgées. Sachez que ce soit à l'IUT ou Polivia Formation, avec les années d'expérience qu'on a, on est en capacité de bien conseiller sur l'alternance. Oui, qu'elle n'hésite pas, parfois pour un conseil. Puis on a besoin d'échanger pour qu'on puisse comprendre
la maturité du projet aussi, qu'elles veulent mettre en œuvre, pour pouvoir répondre. Et puis, il y a l'expertise de l'ADEME aussi en région qu'on sait solliciter. Voilà. Est-ce qu'il y a une période dans l'année où c'est mieux de vous contacter? Est-ce qu'il y a des démarrages de formation, certains mois en particulier, pour les entreprises qui se projettent dans un projet? Si on est sur, je dirais, la rentrée classique, c'est septembre, Oui. en gros, septembre-octobre. Si les entreprises sont convaincues par l'apprentissage, qu'elles n'hésitent pas à s'exprimer au niveau de leurs besoins, je dirais, moi, dès février-mars, parce qu'on commence à avoir les premières candidatures. Et les premières candidatures sont très souvent les personnes les plus motivées. Donc, ça peut être pas mal de faire savoir assez tôt et de venir nous rencontrer. Oui. Je pense que ça, c'est important aussi, de venir voir les plateaux techniques, rencontrer les équipes pédagogiques. Ça, c'est aussi important pour voir ce qu'il y a derrière. C'est important. Alors nous, le calendrier est à peu près équivalent, mais la sélection des jeunes se fait plutôt à partir de janvier. D'accord. Et puis, on voit vraiment se débloquer des situations avec les entreprises autour de mai-juin. D'accord. Voilà. Pour une rentrée opérationnelle en septembre. Très bien. Merci. Donc, entreprise, vous pouvez contacter nos interlocuteurs. Est-ce qu'on a des questions? Je n'ai pas vu sur les questions, il n'y a pas de nouvelles questions. Je voulais vous remercier chacun pour votre présence, votre participation ce soir. Si on peut conclure et dire le mot de la fin, on voit déjà qu'il y a un vrai conseil et accompagnement mobilisable rapidement par les entreprises à tous les échelons, on va dire, de cette démarche d'éco-conception. Peut-être à commencer par l'ADEME, ça se poursuit avec l'ARACT, et puis un vrai accompagnement technique dans le quotidien auprès des salariés, de la ressource humaine. Je vais vous laisser le mot de la fin, si vous voulez compléter avec quelque chose ou résumer, vous avez carte blanche pour conclure cet atelier. Émilie Parfait d'abord. Eh bien, peut-être deux choses. Il y a le mot valeur qui a beaucoup été repris tout à l'heure. Je pense que ça, c'est très important dans la formation. On insiste beaucoup sur comment repenser la valeur. Voilà, ça, je pense que c'est très important. Et le collectif, c'est-à-dire essayer d'être vraiment dans une démarche collective. Quelquefois, les opportunités pour faire évoluer un business model, elles sont juste à côté, avec des mises en place de symbiose industrielle, des choses comme ça. Voilà, repenser, prendre un peu de recul et penser, essayer de réfléchir en groupe pour s'inspirer les uns les autres. On est dans une période plutôt charnière, avec beaucoup d'enjeux, et je pense que pouvoir aller plus vite avec d'autres, ça peut être pas mal. Monsieur Oui, Rambagno. deux petites choses. Quand on parle économie d'énergie et gain matière, en fait, et qu'on raccroche ça de l'éco-conception, mais en fait, on peut se dire aussi que toutes les entreprises le font au quotidien. Tout simplement parce que toutes les entreprises font déjà de l'éco-conception. Elles n'en ont pas conscience, mais l'éco-conception de premier niveau est déjà fait. Il faut passer le cap au deuxième niveau, en avoir conscience déjà, puis passer au deuxième cap. Et puis, deuxième point, faut bien se dire que ça ne se limite pas aux emballages et au recyclage, mais que ça concerne toutes les entreprises, entreprises de services y compris. Parce que forcément, il y a des consommables, des entrants, des sortants, un cycle de vie, et à partir de ça, nous, on peut travailler. Voilà. Donc, on a déjà croisé des entreprises qui ne se sentaient pas concernées parce que elles disaient, mais moi, je ne suis pas dans la ressource naturelle, je ne travaille pas le bois, je travaille je sais pas, le métal, etc. Mais en fait, c'est de l'amélioration continue. Donc on prend des impacts à un instant et on cherche à les réduire. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Merci. Monsieur Pelletier. Oui, moi peut-être deux points. Un point qu'on n'a pas forcément évoqué, mais c'est celui de l'organisation du travail. Et donc de l'impact de ces projets sur l'organisation. Et du coup de bien anticiper et d'être justement dans cette démarche participative. On l'a déjà évoqué, vous venez d'évoquer le collectif. Il y a le collectif externe avec le réseau finalement externe d'autres entreprises, des partenaires, mais il y a le collectif interne qui est fortement bousculé, enfin qui potentiellement peut être fortement bousculé. Donc de se poser les bonnes questions. Et Monsieur Pierre parlait tout à l'heure de qualité de vie au travail. Nous très clairement c'est notre cœur de métier où on parle maintenant de qualité de vie et conditions de travail, de QVCT. Donc c'est de se poser toutes ces questions sur l'organisation du travail et puis de faire le lien aussi avec la question
vous parliez du recrutement du recrutement des jeunes ou moins jeunes, en l'occurrence, dans ce cadre-là, mais plus globalement, même au-delà de la question de l'éco-conception, c'est comment on a une organisation qu'on appelle une organisation capacitante, en fait, qui facilite aussi l'intégration des nouvelles compétences. Et ça, c'est un vrai sujet pour les entreprises, c'est comment on dégage des marges de manœuvre pour faciliter tout cet aspect-là, à la fois recrutement, mais aussi anticiper les impacts sur l'organisation du travail de ce type de projet, quoi. Merci. Et le mot de la fin de l'ADEME, du coup? J'ai le lourd de charge de terminer le tour. Sur ce volet RH, effectivement, moi je vois deux axes sur lesquels j'aimerais conclure. Il y a effectivement l'idée d'avoir des compétences spécifiques environnement éco-conception qu'on peut retrouver dans les deux formations donc de Polyvia Formation de l'IUT Normandie Grand Ouest. Grand Ouest Normandie. Grand Ouest Normandie, j'étais presque. Et sur ce volet-là, j'interviens maintenant dans quelques formations et régulièrement des jeunes me sollicitent et il y a une vraie appétence des jeunes pour travailler dans ces sujets-là. Et pour certains, ce n'est même pas une condition, c'est pas négociable en fait. Et donc c'est bien que derrière, j'entends et moi je l'observe tous les jours qu'il y a des entreprises derrière qui veulent les recruter. Et le deuxième point, effectivement, c'est le premier axe des compétences. Et le deuxième pour moi, c'est effectivement que quand on a un collectif interne qui responsabilise ses salariés, qui les rend autonomes et intéressés par leur mission, et derrière, c'est des entreprises qui s'intègrent dans une démarche d'amélioration continue, qui ont envie de faire mieux ce qu'elles font tous les jours. Et c'est ce que j'ai pu observer en allant visiter la Galette d'Alençon cet après-midi. C'est des salariés qui sont investis et qui donc participent au projet de l'entreprise. Voilà. Et pour finir, si jamais j'en ai parlé, vous souhaitez bénéficier de financement de l'ADEME, n'hésitez pas à nous contacter. Merci Monsieur Tison. Monsieur Pueyo nous a rejoint pour cette conclusion. J'ai assisté à Oui, ça vous a plu? Oui, c'était intéressant. Et je voudrais vous remercier d'avoir organisé cet atelier sur l'éco-conception. Ça peut paraître un jargon a priori comme ça, mais c'est du concret en fait. Et je crois que c'est une démarche très positive. Je remercie la dame qui joue un rôle très important depuis de nombreuses années, parce que vous incitez par les acteurs économiques à rentrer dans cette logique, par les financements également, par l'aide également. On l'a vu au niveau des collectivités, je crois que l'ADEME joue vraiment un rôle très important. Et je pense qu'au niveau national, au niveau du gouvernement, c'est bien de prévoir des crédits suffisants si on veut vraiment opérer à une véritable transition écologique. Ça passe également par des incitations. Et l'incitation, c'est les entreprises, bien évidemment, c'est les collectivités. Et puis également, j'ai apprécié le fait que la formation joue un rôle important. Il y a une prise de conscience, vous formez des cadres, vous formez probablement des futurs chefs d'entreprise. Donc je crois que c'est très bien de rappeler effectivement l'intérêt de cette transition écologique. Je crois que tout le monde en prend conscience en fait. Quelquefois, la question qu'on se pose, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est le concret qui est quelquefois difficile. Vous avez parlé effectivement des emballages ou autres. C'est vrai que c'est important. Dans les magasins, on commence à voir également dans la consommation des produits en vrac, par exemple. C'est une nouvelle démarche également pour la grande distribution, pour le producteur aussi, mais également pour le consommateur. Là, on est vraiment dans la véritable économie circulaire aussi, dans le comportement citoyen. Le comportement citoyen, ce n'est pas uniquement que le chef d'entreprise, c'est également le consommateur, c'est également celui qui va produire, également, c'est tout un cycle vertueux, et je crois que c'est intéressant. C'est une démarche qui va encore, à mon avis, s'amplifier, et donc je voulais conclure en disant, très intéressant, je suis resté parce que j'étais curieux également d'écouter les témoignages, et puis ça m'a permis de voir que la communauté urbaine fait du bon travail. Merci. On a réussi à fédérer autour de la table différents acteurs pour vous accompagner, entreprises, chefs d'entreprise. Sachez qu'on reste à votre écoute. N'hésitez pas à contacter la mission développement économique qui fédère tous les partenaires. Pour toutes vos questions, on vous mettra en relation avec les différents interlocuteurs. Merci également à l'ensemble des partenaires sur ces ateliers du jeudi qui se sont déroulés cette année. Et puis, bonne continuation à tous.
Merci. Merci, Merci. à la communauté urbaine d'Alençon de nous accueillir dans un cadre qui, vous voyez, est très soigné. Merci beaucoup. Merci à vous.